Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Léonore, la fondatrice ou plutôt la cofondatrice du média Vox. Ensemble, nous avons parlé d'éducation financière, de revue de presse, d'actualité et d'empowerment féminin. Si tu me connais un petit peu, tu sais que tous les jours, pour ma communauté, j'ai créé une revue de presse économique dans laquelle je partage toutes les informations qui me semblent pertinentes pour aider les femmes et les hommes d'ailleurs à améliorer leur connaissance sur le sujet. Mais cette idée ne m'est pas venue par hasard. J'ai été directement inspirée par le média Vox que j'adorais et j'ai décidé de créer un média à mon image afin de proposer moi aussi à mon niveau des nouvelles et des informations économiques. Ensemble, nous avons parlé de business, d'investissement, de levée de fonds, de crowd equity et comment l'entreprise Vox utilise les fonds qu'elles ont réussi à lever via l'entreprise Lita l'année dernière. J'espère que cet épisode va te plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré l'écouter. Je te laisse ici et je te fais plein de bisous. Bonjour Léonore, bienvenue sur le podcast Vanessa Money Mindset. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu es la fondatrice du média Vox, un média destiné à l'éducation financière et pas que d'ailleurs des femmes. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Vanessa, merci mille fois de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on essaye de se rencontrer, donc je suis vraiment ravie que ce moment soit arrivé. Pour me présenter rapidement, effectivement, moi je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années et ça fait 3 ans que je travaille sur le projet de Vox tel qu'il existe aujourd'hui. Donc très concrètement, nous on dit que c'est un média école qui construit une génération de femmes puissantes. Et donc, quand on dit média école, ça veut dire qu'il y a d'un côté une branche média qui se concrétise très simplement par une newsletter qu'on envoie tous les matins à 6h30 du matin, qui te donne l'actu de la journée et des tutos pour mieux réussir ta vie pro, écolo, citoyenne, ton engagement, ta vie financière, donc toutes tes finances perso, et ta vie culturelle. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner les femmes de notre génération à être plus émancipées dans tous les pans de leur vie. Et à côté, en plus de la newsletter, on a développé une école. C'est l'école de ce qu'on n'a pas appris à l'école. Donc, c'est des formations en ligne que tu peux prendre soit en accès en cours du soir seulement, tu vois, si tu n'as pas envie d'adhérer au BDE, d'aller dans la cafétéria, etc. Et si tu as envie d'avoir l'expérience totale de l'école avec les autres élèves, avec des travaux pratiques, etc. Dans ce cas-là, tu peux prendre l'abonnement à l'école qui va te donner les formations et tous les à côté qu'on trouve dans une école. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et effectivement, il y a une grosse verticale finance personnelle parce qu'on est persuadé que c'est un des sujets fondamentaux pour aider notre génération à devenir émancipée aujourd'hui. Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, ça confirme ce qu'on se disait en off. On a vraiment une vision des choses quand même qui est très proche et très commune. C'est-à-dire que moi, j'ai un groupe sur WhatsApp maintenant parce qu'au début, j'avais commencé ma revue de presse sur Instagram et Ouais, je fais une revue de presse spécialisée économie pour ma communauté. Donc, le problème, c'est que Instagram, les algorithmes n'aimaient pas. C'était trop d'écrits, pas assez ouais. d'interactions, pas assez de petits chats, enfin bon bref, c'est Mm. Insta et donc en fait, j'avais des soucis avec l'algorithme et en fait, un jour, j'ai décidé d'arrêter et ma communauté a insisté: «Non, faut que tu reprennes, on aimait bien, on apprenait des choses» et du coup, en fait, ça a pris le format d'une newsletter, enfin, c'était déjà un truc, tous les matins, hein, mais ça a vraiment pris le format entre guillemets d'une newsletter, sauf qu'elle n'est pas envoyée par mail, elle est envoyée sur WhatsApp tous les matins Ouais. et en fait, ça Mm. grossit petit à petit comme ça et je me suis rendu compte que, vraiment on est assez proches en termes de mindset. C'est-à-dire que moi aussi, Ouais. j'essaye d'œuvrer à mon niveau, à mon échelle, bien sûr, à créer une génération de femmes puissantes et je considère aussi que ça passe par l'éducation, la connaissance et la formation. Donc c'est super, vous êtes vachement plus avancés, que moi et j'ai hâte, je vais essayer de voir si je peux pas, regarder encore d'un plus près. Je suis déjà abonnée à la newsletter que j'adore, et j'aime beaucoup le principe et j'avais participé à votre, levée de fonds. Ça, Ouais, c'est ce que je te disais en off, j'avais participé à la levée de c'est fonds. trop bien. Merci. Oui, oui, bah, comme la levée de fonds de Planca, je pense que plus on va être nombreuses à
avoir des initiatives parce qu'en plus on touche pas les mêmes cibles. Les femmes qui se reconnaissent, en moi ne se reconnaissent pas forcément, chez Plan Cash ou ne se reconnaissent pas forcément chez, Mmh. chez Vox pardon, mais ça veut pas dire qu'elles ont pas droit elles aussi à avoir, beh, le même niveau de connaissance, le même, tu vois? Et je trouve que ça fait du bien de voir qu'on œuvre toutes, vers la même C'est direction. clair, c'est clair et en fait, c'est indispensable pour moi qu'on soit plein parce que le challenge, il est énorme. Tu vois, si on s'intéresse uniquement à la partie, financière, on sait qu'aujourd'hui, tu as à peu près 13 des femmes qui investissent en bourse versus, 47 à 52 dépendant des études, des hommes de notre génération qui le font. On a, 2/3 des femmes qui veulent investir mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y a vraiment des gros sujets, il y a un vrai gap, au niveau de l'investissement et heu et en fait, bah, c'est autant de femmes qui s'enrichissent pas, et qui même s'appauvrissent, parce qu'elles ne placent pas leur argent et en fait, tu vois, le gap, il est tellement important, le travail, il est tellement énorme, qu'en fait, on sera jamais assez, si tu veux, pour, adresser ce problème, et pour le résoudre. Donc moi, je trouve que c'est super d'avoir plein de portes d'entrée. Et il y a plein de gens qui trouveront aussi leur bonheur en suivant un peu tout le monde. Parce que nous, c'est un truc qu'on dit souvent, repetition is the message, tu vois. Donc, en fait, il faut l'avoir entendu une fois en bleu, une fois en vert, une fois en violet. Et puis, en fait, finalement, pour toi, ça devient évident. On est complètement Donc, alignés. voilà. Et justement, en parlant d'investissement en bourse et d'investissement des femmes en bourse, vous avez fait une levée de fonds, et vous avez choisi l'ITA. Je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez choisi l'ITA? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous décrire, en plus de nous expliquer pourquoi l'ITA, par quelles étapes passe un entrepreneur et plus particulièrement une femme, pour réaliser une levée de fonds? Est-ce que tu peux nous raconter ça de l'intérieur? Ouais, bien sûr. Écoute, moi, c'était pas ma première levée de fonds parce que j'avais déjà levé des fonds sur un projet, précédent en 2017. Et là, je l'avais fait auprès de business angels, et de, un peu friends and family quoi, comme on dit. C'était une petite levée, c'était 250 000 € à l'époque et puis j'avais utilisé les leviers dont on a la chance d'avoir, en France, c'est-à-dire, par exemple, les financements de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui sont assez, je dirais pas faciles, mais en tout cas assez accessibles, quand on lance une boîte un peu innovante, en France, on peut assez facilement aller demander ces, financements-là et donc, tu vois, en tout, moi, ça avait dû faire une levée, à 400 000 ou peut-être 500 000, autour de ça à l'époque et sur ce projet, de Vox, en tant que média d'actu et d'empowerment féminin, c'était un sujet qui était un peu plus complexe à faire financer, que mon projet précédent parce que, déjà les médias, ça a pas trop la cote, quand, il s'agit de faire des levées de fonds. Parce que, on peut pas, tu vois, ça fait pas rêver les investisseurs. On se dit pas, «Waouh, j'investis dans un truc d'avenir». On se dit pas: «J'investis dans le prochain Facebook» quand on investit dans un média. Donc, tu vois, on savait qu'on allait avoir besoin de fonds parce que, nous, on a quand même une ambition, demain d'être, le L de notre génération, tu vois? D'être, le média intelligent, influent, qui va, guider les femmes de notre génération. Quand je dis notre génération, je veux parler de celles qui sont nées entre les années 80 et 2000, tu vois? Les millennials, quoi. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il y a quand même un moment où il te faut du blé, quoi, pour investir, dans l'acquisition, pour investir dans ta création de contenu, et cetera. Donc si tu veux, il y avait une espèce de mismatch entre, notre volonté, notre ambition qui était super grande et les velléités de financement, je dirais, sur ce secteur. Donc au début, on a fait un peu un tour, tu vois, des business angels sur le sujet et en fait, on s'est rendu compte que si on avait un modèle purement média, ça allait vraiment pas le faire en termes de financement de levée de fonds. Et pourtant, déjà à l'époque, on avait un média qui devait avoir, quand on a commencé à réfléchir à la levée, on devait déjà être à 30 000 abonnés, on était déjà rentable. Heu, Tu vois, on a monétisé tout de suite, la quotidienne et on a eu très vite des réponses ultra positives d'annonceurs. Donc, quand s'est posé la question, on avait déjà un truc prouvé quoi,
une méthode, un modèle. Mais les fonds, c'était pas exactement, ça répondait pas vraiment à ce qui les intéressait. Donc on a continué à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire financer. Et en fait, on s'est dit on va tester si notre audience serait intéressée par soutenir financièrement l'aventure. Et donc c'était en 2021, on a fait une petite campagne en disant donne à Vox si tu veux que Vox reste gratuit. Parce qu'en fait, le média, pour nous, c'est important que ce soit gratuit, mais il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui doit payer. Et donc, comme on veut pas être un support publicitaire où il y a écrit de la pub tout du long et tu vois, où ça te pique les yeux tellement c'est sapin de Noël, donc on a lancé ce message, on a fait une campagne en 3 semaines, on avait levé 20 000 euros en dons purs et durs. Et là, on s'est dit, waouh, on est capable de lever 20 000 euros en 3 semaines alors que les gens n'ont rien en échange. Ça veut dire que si on est capable de leur proposer d'investir dans leurs médias, ça va répondre. Donc, on connaissait déjà l'ITA et le système de crowd equity, donc financement par la foule. Et donc, on s'est dit, bon, bah voilà, en fait, pour nous, le financement par les business angels et les fonds sur ce sujet-là, ça va pas se faire. En revanche, et c'est encore mieux pour nous, les meilleurs financeurs, les meilleures financeuses en l'occurrence, c'est nos lectrices, puisque elles aiment le produit, elles ont envie qu'il aille plus loin, elles ont envie qu'il reste gratuit, elles ont envie de pouvoir euh, avoir leur mot à dire dans la façon dont on pilote la boîte. Et du coup, leur permettre de devenir actionnaire, c'était une façon d'aligner les astres, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Ça nous paraît, en fait, une fois qu'on l'a choisi, on était là, mais c'est tellement logique, c'est tellement évident, tu vois. Un peu ces moments où tu te dis, ah mais c'est tellement ça qu'il faut faire. Non, mais passionnant. Je bois tes paroles. Tu t'es arrêté. Tu vois, moi, je pensais que ça allait encore continuer. Mais, non, non, mais c'est vraiment, c'est une histoire magnifique. En plus, après, moi, j'ai complètement une vision aussi un peu économiste. C'est clair que la presse, moi, je comprends pourquoi, en fait, pour le coup, vous avez eu du mal à lever des fonds parce que, en fait, la presse écrite, même en ligne, est en difficulté partout dans le monde. Et c'est vrai que les gens ont du mal à payer de base pour de la presse. C'est ça qui est quand même, ils ont du mal à s'abonner aux journaux officiels, mais finalement, ils sont beaucoup plus enclins à payer pour une newsletter. Parce que ça, c'est marrant aussi, tu vois, le parallèle, parce qu'il y a aussi la newsletter de Johan de Snowball qui est payante, et les gens, il a pas mal d'abonnés, les gens payent en fait. C'est de se dire que dans la vision des gens, tu vois, Vox, c'est un média, c'est une équipe, elle s'identifie, il y a un message, donc on va les soutenir, on va payer. Alors que typiquement, payer pour, je sais pas, Le Monde, ça leur parle pas, tu vois. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai comme ça après coup. Donc, en tout cas, Mm. bon, je suis quand même contente de la finalité et j'ai hâte de vous voir évoluer là-dessus. Et je voulais du coup continuer un petit peu sur cette levée de fonds. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut lever des fonds comme ça? Et qu'est-ce que vous avez commencé à faire avec cet argent? Parce que maintenant, il y a un an qui est passé. Ouais. Alors, sur le processus de levée en crowd equity, nous, on a vraiment beaucoup appris. En fait, on avait la chance déjà d'avoir fait tu vois, la levée en donation en test l'année d'avant, parce qu'en fait, on avait déjà créé une espèce euh, je dirais, de processus. On avait déjà défini un peu le playbook de comment est-ce que tu fais une levée auprès de ton audience. Parce que c'est vraiment une méthode radicalement différente que de lever auprès de fonds. Mais la base est identique. C'est-à-dire, déjà, tu vas bien définir ta vision, où est-ce que tu veux aller, ton business model, tu vas faire ton business plan, enfin, tous ces éléments qui sont un peu indispensables pour faire une levée de fonds, et en général pour conduire un business, je dirais. Euh, donc d'abord, tu commences par la base. Qu'est-ce que je veux, pourquoi, combien il me faut, à partir de quel minimum je suis capable de faire quelque chose, c'est quoi ma vision à 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, 5 ans pour les fous. Sachant qu'on sait qu'on est là sur la réalité d'un tableau Excel qui n'a rien à voir avec la vraie vie, mais on essaye de faire l'effort de se projeter le plus possible. Donc,
une fois qu'on a fait l'exercice de base, on se dit, OK, euh, nous, on va aller chercher tel type de personne. Donc, on va poser de manière ultra spécifique les personnes qu'on veut aller targeter. Tu vois, donc nous, par exemple, on avait dit, ben voilà, il y a 40 000 abonnés à notre newsletter. Dans ces 40 000, nous, on a plusieurs clusters. Il y a celles qui nous ont déjà acheté des trucs, par exemple, qui ont déjà acheté une formation. Celles qui nous ont déjà soutenus, donc par exemple qui avaient déjà donné à la campagne de donation d'avant, celles qui sont les top ambassadrices de Vox, parce qu'elles partagent la newsletter, elles ont accumulé plein de points, celles qui nous écrivent beaucoup de messages, tu vois, il y a des gens qui répondent à la newsletter, genre, je sais pas, une fois par mois, donc voilà, ou après un peu les happy few, c'est-à-dire qui dans notre newsletter est un peu connu ou tu vois peut avoir un peu d'influence ou de visibilité. Et donc on a vraiment fait un gros travail de recherche qui est qui, comment est-ce qu'on peut les activer, qu'est-ce qui va leur parler. Ensuite, une fois que tu as défini ces groupes, tu vas te dire, OK, bah, sur ce groupe-là, quel est le pourcentage que je pense pouvoir convertir. Donc, tu vas, a priori, tu convertiras mieux les gens qui t'ont déjà acheté 4 fois des trucs dans l'année d'avant que quelqu'un qui te connaît depuis une semaine, a priori. Et donc, après ça, par personne, par persona, on s'est dit, bon, ben, on va aller lui parler de la levée avec tel ou tel ou tel canal. Donc, par exemple, tu vois, les gens, par exemple, nos top clientes ou nos top ambassadrices, et ben, on est allé sur des canaux directs, tu vois, c'est-à-dire c'est moi qui faisais un mail, salut, j'aimerais parler avec toi, est-ce qu'on peut échanger? Donc ça a été... Enfin, c'est un énorme travail, tu vois, de faire ce taf de fourmi, mais en fait, ça paye vachement parce que les gens, tu leur écris de manière ultra personnalisée. Toi, ça te permet aussi de te projeter sur qu'est-ce que tu peux attendre de quel levier et de te dire aussi bah, quel effort il faut que je mette sur ce levier-là, sachant que j'ai plus de probabilité de convertir que d'autres. Tu vois, ouais, ça te permet d'organiser tes priorités. Et ensuite, après, globalement, nous, on s'était dit, OK, on sait qu'on veut faire une campagne sur 5 semaines. On sait que dans une campagne de crowd equity, comme dans une campagne de financement en crowdfunding en général, c'est-à-dire pas action, mais financement par la foule, genre KissKissBankBank ou Ulule ou les trucs comme ça, il y a toujours la même chose, c'est qu'une campagne, ça fait en haut, ça a été un gros pic au début, tu as un ventre mou au milieu et tu as un gros pic à la fin. C'est classique, c'est toujours comme ça. Et donc, ce qui est important, par exemple, c'est de t'assurer que quand tu te lances, quand ça devient public, il faut qu'il y ait déjà de l'argent. Parce que le plus dur, c'est d'être le premier, d'être la première personne qui va mettre cet investissement. Et donc, typiquement, bah, nous, ce qu'on s'était dit, c'est on va aller chercher nos groupes les plus affinitaires, ceux qui ont le plus de probabilité de convertir. On va les tenir au courant avant de lancer et on va leur demander de mettre des intentions d'investissement avant que ça ouvre. Comme ça, quand ça ouvre à l'ensemble de l'audience de la quotidienne, les gens vont se dire waouh, il y a déjà 100 000 balles. Et donc, tu vois, ça crée une espèce de FOMO et d'effervescence, quoi. Donc ça, c'est vraiment une best pratique que j'utiliserai absolument. Et après ça, je pense un truc qui va t'intéresser. Tu vois, c'était important pour nous, au-delà de vraiment générer de l'émulation collective et d'intéresser nos lectrices, même celles, et surtout celles qu'on ne connaissait pas, pour qu'elles mettent des tickets, tu vois, qui étaient, nous, le ticket d'entrée, il était à 100 euros. Donc, on voulait vraiment que ce soit ultra accessible. Euh, donc, on a eu au final, tu vois, 748 investisseurs, dont 80% de femmes. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. 80% de femmes, et parmi celles-ci, 90% étaient des primo-investisseuses. Donc, c'était leur premier investissement, qui plus est un investissement risqué parce que c'est un investissement en private equity. Bah, Donc, moi, c'était mon premier investissement en c'est vrai? private equity. J'adore.
C'est-à-dire que j'ai investi dans plein de trucs, mais jamais déjà le private equity, enfin, j'avais été un peu à l'école de The Family là, à Lyon, Ouais, donc quand on parlait de private equity, je me sentais pas forcément concernée, tu vois? Je ouais, dis: «Bon, bah, ouais, bien 20 sûr. 000 €, 10 000 €, c'est pas dans les budgets ni dans les projets sur le court moyen terme». Et en fait, je crois vraiment que Mmh. mais comme j'étais abonnée Vox, je suivais et j'aimais bien le projet. Quand je crois même que c'est avec vous que j'ai découvert Lita. Je suis pas certaine que je connaissais Lita avant et donc en fait, non, je me suis lancée pour le coup, j'ai investi, Mmh. j'avais mis, 100 €, en plus j'avais mis un message et tout et j'ai fait tout le parcours et je me suis dit: «Ah ouais, chouette, je reviendrai» et tu vois, finalement, je suis pas revenue jusqu'à ce que Plan Cash, elles refont leur truc. J'ai dit: «Ah oui, c'est aussi Ouais. mes copines, j'y reviens». Mmh mh. Je Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais après c'est vrai que c'est vraiment un mode de financement qui est super intéressant, et puis voilà, tu vois, clairement, c'est un truc qui est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut se dire que l'investissement en private equity, tu peux le perdre, voilà. Mais quand il y a un truc qui te drive, et que, qui te fait vibrer et que tu as envie de participer, de mettre ta pierre à l'édifice, bah, au lieu de t'acheter, une fringue à 100 balles, bah, en fait, tu t'achètes une part d'une boîte qui te fait plaisir, que tu as envie de soutenir. Moi, je trouve que c'est super malin, quoi, heu, comme modèle, quoi, Lita. Lita et toutes les autres plateformes de crowd equity parce qu'il y a pas que, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment super et franchement, on a vu que ça répondait vachement bien, quoi. Donc c'est top. Mais à côté de ça, on s'est dit, on voudrait montrer que, Heu, en fait, le private equity, c'est pas qu'un truc, de meufs blindées, qu'on fait des exits, et cetera. Et on voulait, montrer que ça pouvait être un truc d'homme de pas pardon, de femmes, parce que ce truc d'homme, on le savait déjà. Hem Et donc on a en plus de ça créé un petit groupe qui s'appelle La Relève, qui est, en fait un groupe d'une vingtaine de personnes, ils sont 18 exactement, qu'on a été chercher. En fait, on a regardé celles qui avaient mis des intentions d'investissement les plus élevées. Donc, tu vas autour de 5 000 €, entre 3 000 et 5 000 à peu près. Et on a regardé un peu qui c'était ces gens, tu vois, parce qu'on ne les connaissait pas. Et donc, et où il y en a où on s'est dit, tiens, c'est des profils intéressants. On avait envie de faire leur connaissance. On voyait que c'était des super meufs. Et on s'est dit, si on les mettait dans le même groupe et qu'on les réunissait genre 3 fois par an, à un dîner. Et en fait, on les utilise pour qu'elles nous donnent des conseils, mais aussi pour tester des trucs sur elles, tester des idées et aussi pour qu'elles soient un peu, tu vois, notre vigie, d'impact, qu'elles soient là pour nous challenger, nous dire: «Bon, bah, voilà, Vox, là-dessus, heu sur votre volonté d'aider les femmes à investir. Vous avez fait votre levée l'année dernière. Cette année, qu'est-ce que vous faites? Sur votre volonté d'aider les femmes à être plus présentes en politique, il y a les élections européennes qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois? Qui nous challenge et qui nous pousse à aller plus loin. Et donc, c'est un groupe qu'on a monté au moment de la levée, qui nous a permis de réunir aussi, tu vois, d'attirer des femmes au parcours différent parce qu'on est allé activement démarcher aussi tu vois, des entrepreneurs. On est allé voir par exemple, Claire Breton qui était une lectrice qui a monté une boîte qu'elle a vendue à Vipi et maintenant elle a monté une autre boîte qui s'appelle Underdog qui fait de l'électroménager reconditionné. On est allé chercher, une fille qui s'appelle Ophélie Legrand qui a monté une boîte pour aider les gens à devenir, bénévoles dans des assos, qui l'a revendue et qui maintenant, bah, fait un peu d'investissement comme elle l'a fait avec Vox. On est allé voir, Clara Mollet que tu connais peut-être, qui est, On a fait un advocate, épisode. ah bah, voilà. Donc tu vois, on a fait rentrer Clara dans la relève. Enfin et on a plein de profils trop cool, de meufs, tu vois? Autant il y a des primo-investisseuses, il y a des meufs il y en a une qui s'appelle Daloba Doumbia, je sais pas si tu la connais? Qui bosse, elle bosse chez Digipost et elle typiquement, elle vient d'une famille où personne n'investissait jamais. Mais elle, son truc à 20 ans, ça a été de dire: «Moi, je veux la liberté financière». À 25, elle s'est acheté son premier appart. À 30 ans, elle forme ses sœurs et ses potes pour investir dans la pierre et commencer leurs investissements. Enfin, tu vois? Que des profils comme ça, trop cool.
bah, qui nous enrichissent vachement parce que, elles nous challengent et en même temps, bah, elles ont intérêt à suivre Vox parce qu'elles sont investisseurs. Non, mais c'est super franchement, un alignement comme ça des intérêts et puis, d'avoir aussi une relation, privilégiée comme ça avec, ces investisseurs de la première heure. Franchement, je suis très contente, je suis pas du tout surprise, tu vois? On s'était jamais vraiment trop parlé. Moi, je regardais Vox de très loin, mais, je pense que je suis vraiment le persona, je dois être un des personas. Ouais, Parce qu'à chaque fois, il y a juste les masterclass, pour lesquelles j'ai pas forcément, acheté parce que soit, beh, les finances personnelles, je me forme tu plutôt connais? autrement. Ouais, déjà et quand j'ai envie d'aller à un autre niveau, je pense que c'est plus en termes de niveau, aller beaucoup plus Ouais, loin sur, le trading, des trucs, mais les finances personnelles, je ouais. connais quand même assez bien. Tout ce qui est, développement personnel, je vais quand même dans des trucs un peu poussés et la Mmh. politique, je m'y intéresse pas, mais par choix. Tu vois? Genre, je me suis dit: «Bon, tu peux pas il faut quand même limiter son énergie, mais je pense qu'en dehors des masterclass, j'ai quasiment acheté tout ce que je pouvais acheter. S'il y a d'autres investissements à faire, je sais que je le ferai. L'école, je m'étais tâtée, mais c'est une question de temps. Vraiment, Mmh. le timing est quand même, c'était difficile pour moi de trouver donc mais du coup, je suis hyper contente de suivre vos de vous suivre de loin parce que j'aime beaucoup ce que vous faites, ce que tu fais et votre message et puis d'apprendre l'existence de cette, groupe de la relève et de ta vision aussi, hein. Le L, parce que le L, du futur, ça veut dire quelque chose donc franchement, bravo, bravo pour tout ce que tu as dit. C'est très, très inspirant, et c'était très intéressant. On arrive, je vais regarder un petit peu le temps. Oui, bah, on arrive doucement vers la fin de cet épisode. J'aurais aimé avoir ton recul sur, ou ton avis aussi sur, qu'est-ce que c'est pour toi être une femme entrepreneur? Comment tu gères ça? Comment tu gères, ce mélange de je me dépasse, je vais chercher l'argent, je vais, tenir malgré les up and down, tu vois? Ce truc qui pour moi est essentiellement de l'énergie masculine. Comment tu fais pour, faire cohabiter ton énergie, féminine et quel est ton positionnement, de base? C'est-à-dire que est-ce que tu es plutôt, je trouve que tu es quand même très transparente avec, ta communauté. En tout cas, l'équipe Vox est assez transparente avec la communauté. Vous êtes aussi très proches parce qu'il y a un groupe WhatsApp que je regarde. Moi aussi, je sais pas comment, mais j'y suis. Je sais plus ce qui se passe, mais il y a des fois des messages qui passent que je regarde de Ouais. près ou de loin. Mais, Ça me fait penser, ça fait un moment que j'ai rien mis dessus là. Tu oui, oui, tu me le rappelles. mais oui, non, mais c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me Tout à dire, fait. mais C'est le il sait groupe pas. c'est le groupe des investisseurs, ouais, les investisseurs en or. Ouais, bien sûr, où, il y a, je pense qu'on doit avoir quasiment, une investisseuse sur 2 dans Vox, qui sont dans ce groupe. Et tout à fait, je vais mettre un truc pour la bonne année. Bah, tu fais bien de me le rappeler. Je m'en occupe. Ouais, bah, en fait, pour nous, c'est enfin, je vais te répondre en 2 temps. D'abord, peut-être, d'où je qué comment j'ai commencé, tu vois, à aborder ce sujet-là d'être, une meuf entrepreneur et comment on fait aujourd'hui. Peut-être pour que tu vois l'évolution. Globalement, enfin, moi, mon histoire entrepreneuriale, elle est un peu, arrivée par accident. Parce que, en moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, c'est parce que j'avais été, en fait, recrutée pour prendre la direction de cette boîte qui avait été montée par des copains, pas mes copains à moi, je les connaissais pas, mais des copains entre eux, qui avaient tous, une autre activité pro, qui n'avaient pas le temps de se libérer dessus. Ils avaient gagné un peu d'argent, la boîte avait gagné un prix. Ils se sont dit: «Bon, bah, voilà, on a 30 000 balles, qu'est-ce qu'on va faire de cette boîte? Recrutons quelqu'un et puis, on verra bien». Elle travaille 6 mois dessus, puis, si elle arrive à en faire quelque chose, elle devient, CEO, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai été recrutée, mais moi, en fait, au début, j'avais pas compris que j'allais être solo. Donc mon premier jour, en fait, je me retrouve, dans un bureau, dans un incubateur et là, on me dit: «En fait, bah, la boîte, c'est toi». J'étais là: «Mais attends, moi, c'est pas du tout ce pourquoi j'avais signé, j'avais pas capté». Donc en fait, tu vois, déjà, il m'a fallu pas mal de temps pour, oser, en fait, dire que c'était ma boîte puisque ça l'était pas. Heu,
et moi, j'hallucinais de la confiance qu'il me faisait, tu vois? Parce que, il m'avait même pas transmis un doc de vision en me disant: «Bon, bah, voilà, dans 5 ans, on est là». Je lui ai dit: «Bon, bah, voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant». Donc à l'époque, tu vois, c'était un comparateur de programmes politiques pour les élections. Tu prenais 2 candidats, un thème et tu voyais qui te proposait quoi. Bon, bah, il disait: «Voilà ce qu'on a fait, on a cette techno, on a déjà fait un partenariat avec, Le Monde, Le Parisien, Rue 89», enfin, tu vois, des trucs quand même assez cool. On a déjà eu un prix de, Xavier Niel, Grandjean et Simoncini, heu voilà, amuse-toi. J'ai une Et petite donc, question, c'était des développeurs? il y avait 2 développeurs dans la team, ouais. Mais après c'était, un entrepreneur et une journaliste qui ensuite est revenue et qui est aujourd'hui mon associée et la rédac chef de Vox. D'accord. Donc tu vois, voilà, c'est un peu, j'ai eu quand même une espèce de gros syndrome de l'imposteur parce que j'étais un imposteur dans ce projet, enfin, tu vois, concrètement. Heu et puis en plus, moi, je connaissais rien au milieu entrepreneurial. J'avais commencé ma vie pro, aux États-Unis, où je travaillais, tu vois, à l'ONU, qui avait rien à voir, qui était grosse machine, où tu faisais rien d'opérationnel. Après, j'avais bossé 2 ans à Madrid, chez Saint-Gobain, qui est une grosse boîte industrielle où pareil, je faisais pas vraiment d'opérationnel, enfin, je faisais de la com. Et là, tout d'un coup, j'étais solo aux manettes, solo à la vision, et on me dit, «Va pitcher comme une entrepreneur». Donc, tu vois, j'ai dû mettre un peu de temps à assumer le truc et tout. Et 2 ans après, enfin, tu vois, finalement, ça se passe bien, j'en fais ma boîte, je développe une vision très forte, sur le sujet, heu et je deviens assez reconnue, tu vois, sur le secteur. Mais au moment de faire ma levée de fonds, ma première levée de fonds, donc sur cette boîte-là, et ben, je flippais, moi l'argent c'était pas du tout mon truc, enfin tu vois? Les business plans c'était pas mon truc. J'avais pas du tout fait de formation en finance. Je me sentais vraiment, sur tout ce qui était, heu, ouais, chiffres, bilan, j'étais incapable de lire un bilan, enfin et d'ailleurs ça me faisait vraiment tellement, tellement que je voulais pas me pencher dessus. Dès que je me penchais dessus, tu sais, je déprimais automatiquement. J'affichais un truc Excel et là j'étais là, je devenais grise, tu vois? Et donc au moment de faire ma levée, et bah, comme j'avais peur, je demandais au cofondateur qui m'avait recruté, l'un d'entre eux, Édouard Schlumberger, qui est un super entrepreneur, et je lui disais: «Bah, viens avec moi dans les fonds et tout». Sauf que toutes les rendez-vous dans les fonds, en fait, c'était moi qui les obtenais parce que c'était eux, ils avaient vu mon TED, enfin, tu vois, eux, ils me suivaient pour ma vision. Mais j'arrivais avec Édouard, toujours dans les rendez-vous et résultat, bah, en fait, dans les fonds, ils me regardaient, je parlais, c'était moi qui expliquais le truc et puis tout d'un coup, quand ils posaient des questions financières, ils se tournaient vers Édouard ou des questions techniques, ils se tournaient vers Édouard. Alors qu'en réalité, Édouard, mais il en savait rien puisque lui il était accompagnateur en fait, tu vois? Il était là pour me rassurer. Mais en fait, moi du coup, en le mettant dans la salle, je lançais aussi un signal de, en fait, sur ces sujets-là, je me sens pas très pertinente, donc posez-lui la question. Oui, oui, je Et comprends. Je tu vois très vois? bien. Donc à la fois, je donnais un peu le bâton pour me faire battre et ça me rendait dingue parce que du coup, parfois, il y a des fonds où, alors que c'était moi la CEO, ils allaient poser des questions de vision à Édouard. Et donc, tu vois, je me suis un peu mis moi-même des bâtons dans les roues et je me suis rendu compte qu'il y a eu une vraie différence à partir du moment où j'ai osé y aller toute seule. J'ai osé y aller toute seule, j'ai osé, tu vois, là, il y a 3 jours, j'ai pitché devant, 8, banquiers, comptables, financiers, enfin, tu vois, tout ce qui est pas du tout ma came, pas mon sweet spot, comme on dit et je l'ai fait solo. Enfin, tu vois, ils m'ont dit: «Ah, est-ce que vous voulez venir avec votre DAF et tout?» et j'étais là, en fait, tu sais quoi? Il y a un moment, la vision, c'est moi qui la porte, la boîte, je la connais par cœur, les chiffres, je les connais par cœur. Alors oui, je peux pas répondre exactement à la question, «Pourquoi vous avez immobilisé, tel truc, et pas ça?» Je peux pas répondre exactement, mais en fait, c'est pas ça le vrai sujet, tu vois? Et donc voilà, j'ai quand même fait pas mal de chemin, mais je dois dire que,
je pense que tu as aussi tout un écosystème qui te fait penser que tu seras quand même, plus safe si tu es avec un mec dans ta boîte en co-founder. Oui, 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 évidemment. Et l'avenir, enfin, l'avenir par rapport à ce moment-là, donc c'est-à-dire le présent, me montre qu'en réalité, tu vois, aujourd'hui, on est 2 femmes cofondatrices, 2 femmes qui avons, plutôt un profil, littéraire, tu vois? On n'a pas des profils financiers, on n'a pas non plus des profils tech, mais on a toutes les 2 des profils, tu vois? Charlotte, donc elle est journaliste à l'origine, mais elle a été une des premières employées de KissKissBankBank. Ensuite, elle a été employée chez, dans les premières employées de Alan, la mutuelle. Moi, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat dans les pattes. En fait, maintenant ça va quoi. On n'a plus besoin de personne et je me rends compte que depuis qu'on est libre et qu'on s'assume, heu et ben, en fait, on est bien meilleur, je trouve. On est bien meilleur et puis, aussi on se permet d'inventer une nouvelle façon de diriger et de communiquer et d'être. Tu vois, tu disais, que tu trouvais qu'on est assez transparente. En fait, nous, on a décidé qu'il fallait arrêter le truc de, passer ton temps à prétendre, sur les réseaux sociaux, sur le LinkedIn, le machin, que, «Je n'avais jamais vu ça, ma boîte explose». En fait, il faut arrêter ces trucs de vanity metrics, tu vois? Enfin, c'est des trucs de ego boost. C'est hyper important d'apprendre à célébrer les petites victoires, etc. C'est important aussi de se tromper. C'est important de dire quand on se trompe. Et tu vois, nous, quand on publie un truc tous les matins avec autant de mots sur une actualité qui peut changer, et ben en fait, on se trompe tout le temps. Enfin, je veux dire, pas sur des trucs fondamentaux, mais ça nous arrive de laisser des petites coquilles dans un texte, ou ça peut nous arriver d'être un peu maladroite sur la façon dont on va aborder un sujet parce qu'on est humaine, quoi, en fait, on n'est pas parfaite. Euh, mais on s'est dit, bah, nous, ok, on n'est pas parfaite, on l'assume complètement et, euh, et on accepte d'apprendre. On accepte la remarque de notre audience et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui nous écrivent tout le temps, qui répondent à la quotidienne. On accepte de s'excuser si on a fait une erreur. Alors, je sais pas si on peut dire c'est un truc féminin ou pas, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a décidé de l'idée. Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que, moi je suis vraiment dans le enfin, bah, après moi j'ai pas le choix. Je veux dire en termes d'écriture, déjà je suis dysorthographique donc j'aurais aimé me cacher et faire semblant, mais typiquement tu vois, c'est quelque chose qui me parle et d'ailleurs c'est quelque chose que tu avais dit aussi dans l'autre épisode de podcast que tu avais réalisé et moi c'est quelque chose sur lequel genre je sais que je vais le mettre en quand je vais mettre mon profil et me présenter, que ce soit sur LinkedIn parce que je communique maintenant sur LinkedIn, j'ai ramené mes petites fautes d'orthographe partout. J'ai tout essayé, j'ai embauché quelqu'un pour lire ma newsletter, ChatGPT à Ouais. chaque fois. Mais il y a un moment quand tu as un trouble, parce que dyslexie, dysorthographie, TDAH, tout ça, c'est des trucs, c'est pas, tu peux pas contrôler, tu vois. Ouais, bien C'est plus sûr. fort que toi et c'est soit tu arrêtes et tu as honte, et j'ai arrêté, j'ai eu honte pendant longtemps, soit à un moment tu dis c'est qui je suis et en fait, mais même ça gêne toujours parce que tu parles de coquille, mais moi j'ai honte. Il n'y a pas un poste que je fais où j'ai pas honte. Il y en a, mais en fait, je me suis rendu compte que ça rassure et ça aide en fait d'autres qui ont les mêmes troubles en fait et que Mm. celles qui ont besoin d'avoir l'information et qui ont besoin, qui trouvent de la valeur, et ben finalement ça les choque pas. Je vais conclure sur cette phrase-là, hein, j'étais en mode ouais j'ai oublié L, S, il manque ci, ça, tu vois, alors qu'en fait c'est pas ça. Et moi The Vox, tu vois typiquement, enfin, et Mm. moi Vox, ben, bon, de toute façon, je ne les aurais pas vu les fautes d'orthographe, mais je m'étais jamais dit que c'était un sujet pour vous, tu vois. Donc, Non, mais tu vois, nous, t'as pas que de l'orthographe. Tu peux avoir, tu vois, enfin, quand tu te retrouves à devoir réagir à de l'actualité chaude, parfois tu peux avoir des trucs qui ont changé dans la nuit. Tu vois, tu fais parfois des modifications à 23 heures pour le lendemain. Bah, tu vois, une fois par exemple, on a écrit, c'était évident que c'était une erreur, mais on a écrit que le train polluait 18 fois plus que l'avion. C'est évidemment l'inverse. Sauf que quand tu relis, que tu as relu déjà 20 fois la phrase, bah en fait, toi, tu as lu évidemment que c'était l'avion qui polluait 18 fois plus, sauf qu'en l'écrivant, bah, t'as pas fait gaffe. Et alors le lendemain, tu vois, on a eu genre 500 mails. Vous avez dit que machin. Ça nous a fait marrer, tu vois, parce que c'était évident. non, non, je Donc comprends. voilà. Bah, écoute, Léonore, merci beaucoup d'être venue chez Vanessa Money Mindset, le podcast. Franchement, c'était un échange tellement riche qui fait du bien.
Est-ce que tu veux Merci, rajouter merci mille quelque fois de chose? m'avoir non, si ce n'est que moi je trouve ça trop bien de on en parlait un petit peu en off, on en a parlé un petit peu au début, mais en fait, je trouve ça super important de se serrer les coudes dans un écosystème où on a des valeurs qui sont similaires. Hem, pour moi, c'est une hérésie de parler de concurrence, dans ce secteur parce que, on a vraiment besoin de tous les efforts et justement, moi, je trouve que quand on lance un projet, quel qu'il soit, heu, en fait, c'est fondamental de ne pas identifier les gens comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. C'est comme ça qu'on grandit et ça s'applique à tous les domaines de la vie, quoi. Quand les Starbucks se sont installés dans les rues, en fait, bah, ils ont fait juste vendre plus de café à toute la rue. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien qu'on garde en tête. C'est pas en faisant notre petit truc de notre côté, en le gardant jalousement, tous nos secrets qu'on va réussir à faire des chocs à pic, quoi. Bah, écoute, franchement, formidable mot de la fin. Je suis complètement alignée avec toi. Si tu as déjà écouté le podcast, il y a tellement de personnes sur le même créneau que moi qui viennent parce que je trouve que c'est tellement Ouais, je trouve ça enrichissant. super. Mmh. Malheureusement, c'est pas le mindset, commun, malheureusement dans notre monde, mais bon, c'est pas grave, on se Ouais, mais suffit, en fait, hein. petit à petit non, mais tu vois, petit à petit, en fait, lead by example, quoi. Tu montres, tu fais ce que tu as envie de faire et les gens, ça va les inspirer. On comprend que les gens aient peur de voir des meufs stylées comme ça. Ah là là, que les gens aient peur de voir des meufs stylées. Bah, écoute, franchement, formidable mot de la fin. Merci beaucoup et puis, donc où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, je suis hyper joignable sur LinkedIn, pas trop sur WhatsApp comme tu as pu le voir. Le truc est mis en mute, je le regarde jamais. Non, ouais, LinkedIn, c'est le bon endroit pour me trouver. Donc, Léonore de Roquefeuille, si tu veux, tu pourras mettre le lien. Et après, la meilleure façon de joindre n'importe qui de notre équipe, c'est simplement de répondre à la newsletter. Donc, s'abonner à la newsletter sur vox.org. Et dès que vous la recevez, si vous mettez répondre, il y a toute l'équipe qui lit. Alors, bon, sachez-le. Et on répond à tout. On fait vraiment un point d'honneur à répondre à tout. Donc, n'hésitez pas. OK, c'était Léonore de Vox. Merci beaucoup et à plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu ne connaissais pas le Mediavox, j'espère que tu vas aller regarder ce qu'elles font car c'est vraiment très intéressant. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Si jamais en matière de gestion financière, tu veux améliorer tes connaissances, je t'invite à télécharger le guide que j'ai créé qui est gratuit et qui aide les femmes à mieux gérer leur argent. Le lien sera disponible dans la bio. Si tu me découvres et si tu veux connaître les coulisses de ce média, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est le réseau social dans lequel je partage l'intégralité de mes actualités. En attendant, je te laisse là. Je te dis à mardi prochain et je te fais plein de bisous.